Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé le mercredi 20 octobre 2021 le Conseil des ministres au palais présidentiel dans le quartier du Plateau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 20 octobre 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, chef de l'État. Le conseil des ministres reste l'un des cadres importants pour le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'adoption des décrets et autres mesures nécessaires à la vie et la marche de la nation. Plusieurs nouveaux projets de loi seront adoptés ainsi que les décrets lors de ce conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier autorise le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, en abrégé Convention Médicrime, menaçant la santé publique, qui a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, en Russie. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Le gouvernement ivoirien met un accent sur la lutte contre les médicaments contrefaits. L'impact de la crise sanitaire sur l'économie due à la Covid-19 en est une autre. Face à cette situation, le Conseil des ministres adopte un certain nombre de mesures pour la relance de l'économie. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Il en ressort que l'année 2020 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a négativement affecté l'activité économique mondiale, à la fois sur l'offre et la demande. Les actions entreprises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie, puis pour juguler les effets sur l'activité économique et sur les populations vulnérables, ont permis d'éviter la récession. Cette croissance économique est estimée à 6,5% en 2021 contre 2% en 2020. Elle a été portée au niveau de l'offre par le secteur de l'agroalimentaire, des BTP et des produits pétroliers et au niveau de la demande par la consommation et les investissements. La croissance de l'économie nationale devrait pouvoir se consolider, voire connaître une accélération en 2022, avec un taux qui ressortirait à 7,1%, soutenu notamment par les performances du secteur de la production agricole, des industries manufacturières, de l'extraction minière, de l'énergie, des transports, des télécommunications et du commerce. Les prévisions des finances publiques en 2022 tablent sur une amélioration du solde budgétaire global en ramenant le déficit à 4,7% en 2022 contre 5,6% estimé en 2021, notamment grâce aux réformes économiques et financières ainsi qu'à l'amélioration continue de la gouvernance et au renforcement
de l'environnement des affaires. Le Conseil des ministres a mis l'accent sur la question du budget au titre de l'année 2022 et a adopté 2 projets de loi. Le Conseil a adopté 2 projets de loi ainsi que les communications y afférentes. Le premier projet de loi est relatif à la loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Ce projet de budget est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique après la contraction de l'économie mondiale enregistrée en 2020. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement, orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PS-Gouv2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial de 2021. Le chef de l'État a informé le Conseil sur son dîner en tête-à-tête avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron, le 12 octobre 2021 à Paris, en France. Au cours de ce dîner, les 2 présidents de la République ont évoqué des questions d'ordre bilatéral, des questions de sécurité notamment au nord-est de la Côte d'Ivoire, ainsi que des questions touchant à la situation de la sous-région. Le prochain Conseil se tiendra le 3 novembre 2021 à Abidjan. L'Institut supérieur de formation au métier des télécommunications a accueilli 120 nouveaux étudiants du programme ESSEC. Pendant 3 ans, ces apprenants iront dès ce 15 octobre à la conquête des rudiments en télécommunications au sein de cet institut privé partenaire à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Douala. Cette cérémonie de rentrée officielle des étudiants a été présidée par le président du conseil d'administration, Armand Claude Abondant, à présence des professionnels de la télécommunication. C'est un projet très important qui a été initié il y a 2 ans. Et surtout rendu officiel par M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a bien voulu, par cet acte, donner une importance particulière au partenariat privé-public, public-privé ou public-privé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État encourage le public et le privé à s'associer ensemble pour former des hauts cadres de service public. Nous sommes très heureux que cette formation se déroule très bien depuis sa création. Les professeurs viennent régulièrement de l'ESSEC de Douala pour dispenser des enseignements ici à l'IFTIC, exactement dans les mêmes conditions, dans le même environnement qu'à Douala. Donc les étudiants scolarisés à l'IFTIC Sud sont des étudiants de l'ESSEC et ont les mêmes diplômes, les mêmes bulletins de notes. Ils bénéficient du même environnement académique que ceux qui sont à Douala. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été édifiés sur les enjeux et le système de leur formation. Celle-ci se fera en 2 temps, tronc commun pour les 2 premières années et la 3e année est celle de la spécialisation, laisse entendre le directeur de l'ESSEC. Le message est d'abord un message de satisfaction et de fierté. Je suis fier d'être invité à assister à une rentrée solennelle de jeunes gens, de jeunes garçons et de jeunes filles qui intègrent une business school. Et comme je le rappelais tout à l'heure, une école où ils vont venir apprendre à produire de la richesse. Donc c'est un honneur. Tout leur a été dit par le directeur de l'ESSEC en ce qui concerne les programmes, mais en même temps, ce qui m'a particulièrement frappé, l'idée de constitution d'une communauté
d'enseignement, d'échange, d'acquisition de compétences autour de nombreuses valeurs, hein, celle de l'effort, celle de l'excellence, celle de la solidarité, celle de la passion à mettre dans le travail que l'on doit produire pour faire partie des meilleurs, puisque l'ESSEC est une école de référence au Cameroun. Donc, que dire aux jeunes? Je leur dis, je leur souhaite bon vent, bonne chance, et de rester toujours les meilleurs puisqu'ils ont pu intégrer l'école. La présence de l'ancien ministre gabonais des Finances est venue rehausser la dimension de cet événement festif. Il a par ailleurs invité les futurs professionnels de la télécommunication à incarner les valeurs d'effort, d'excellence, de solidarité et de passion. Vous me permettrez déjà de remercier le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, sans la bénédiction duquel nous ne serions pas présents ici. Nous sommes là missionnés par le recteur de l'université de Douala pour participer à cette cérémonie d'accueil des étudiants de l'ESSEC de l'université de Douala à l'IFTIC Sup de Yaoundé. Parce que l'IFTIC Sup, c'est bien l'ESSEC à Yaoundé. Le modèle est simple. Les étudiants de l'ESSEC formés sur le site de l'IFTIC Sup reçoivent exactement la même formation que leurs camarades de Douala. Les mêmes enseignements, c'est le même programme. Les cours sont dispensés par les mêmes enseignants. Les uns commencent à l'IFTIC Sup et ensuite vont à Douala pour enseigner les autres étudiants. Ou bien commencent, pour certains, à l'ESSEC et ensuite viennent à Yaoundé pour enseigner ceux qui sont sur le site de l'IFTIC Sup. Les étudiants sont interrogés au même moment. Les corrections sont faites au même moment, les résultats sont publiés sur la même liste et le jury est entièrement géré par l'ESSEC de Douala. À la fin de la rencontre, les admis ont été sensibilisés sur le comportement à adopter tout au long de leur formation. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer cette 10e édition de la Journée internationale de la jeune fille. Pour commémorer ce jour édité par l'Organisation des Nations Unies, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a rassemblé des familles camerounaises ce lundi au bâtiment annexe du ministère dont elle a la charge. Organisée autour du thème Génération numérique, notre génération, l'encadreuse de la gente féminine a donné les raisons du choix de ce thème. Pour commémorer la 10e édition de la Journée internationale de la fille, l'Organisation des Nations Unies invite cette année les pays membres à axer la réflexion autour du thème « La génération numérique, notre génération ». Ce thème, qui du reste s'aligne à l'agenda 2040 de l'Union africaine, pose un double défi. Le premier défi est qu'aucune fille ne devrait être laissée pour compte face aux diktats du numérique. C'est une question de survie pour elle et pour la société tout entière. En effet, le numérique offre les métiers de demain, mais aussi les postes les mieux rémunérés et les véritables lieux de pouvoir. Les femmes et les filles ne sauraient rester à l'écart de cette importante niche d'opportunités. Au regard de la fracture numérique qui sévit dans notre société entre les genres, la jeune fille est plus susceptible que le jeune garçon de ne pas profiter du digital. C'est dans ce sillage que l'Union africaine a arrêté cette thématique qui soulève deux défis. La maîtrise du numérique s'avère au XXIe siècle la meilleure manière de faire monter la gente féminine dans les instances dirigeantes des entreprises, sans compter uniquement sur les fonctions support où elles sont surreprésentées. Il faut pour ce faire réduire de manière significative la fracture numérique qui existe entre les filles et les garçons, d'une part, et entre les filles de zones urbaines et celles vivant en zone rurale, d'autre part. Les familles et les communautés doivent encourager les jeunes filles à embrasser les filières technologiques afin d'apporter leur savoir-faire à la construction de leur pays. Le second défi est celui de la bonne utilisation du numérique. En effet, comme toute médaille, le monde virtuel a son revers. Autant le secteur du numérique offre une panoplie d'opportunités,
autant il peut être une dangereuse occasion de chute et de perdition s'il n'est pas utilisé à bon escient. Rappelons que l'édition 2021 de la Journée internationale de la jeune fille intervient au lendemain de l'année scolaire 2020-2021, marquée par de nombreux scandales sexuels aussi bien en milieu scolaire que communautaire, ainsi que les phénomènes de secta. 261,4 milliards de francs CFA est le montant de la dette de la Société nationale de raffinerie Sonara auprès de 9 banques locales. L'État camerounais va rembourser cette dette sur une période de 10 ans. Ce remboursement sera fait par le biais du ministère des Finances. Devant les parties prenantes ce 15 octobre à Yaoundé au Cameroun, le chef de ce département ministériel a présidé la cérémonie de la convention de restructuration de cette dette. En attendant la signature de la convention de restructuration, l'État a d'abord émis une lettre de confort au profit des banques, en deuxième lieu apuré partiellement la dette bancaire à hauteur de 31 milliards et en troisième lieu octroyé 80% du volume des importations des produits pétroliers à la Sonara, ceci dans l'optique de rassurer les banques, la COBAC et les partenaires au développement de son engagement à accompagner le processus de restructuration de la Sonara. De plus, sur très hautes instructions du chef de l'État, le gouvernement a mis en place dans la structure des prix des produits pétroliers une ligne dite de soutien à la raffinerie de 47,88 francs par litre de produits pétroliers consommés à la pompe en vue d'assurer le remboursement de la dette de la Sonara. J'ajoute que cette subvention est collectée par la SCDP et la Sonara, puis reversée dans un compte spécial ouvert à la Banque centrale. Par ailleurs, il convient de souligner que ce soutien à la raffinerie n'affecte pas les prix à la pompe, grâce aux économies réalisées sur les coûts d'importation, à la suite de la réforme du mode d'approvisionnement du pays en produits pétroliers mise en place par M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Cet incendie survenu le 31 mai 2019 a entraîné avec elle de lourdes conséquences tant sur le plan de la production que sur l'économie camerounaise et celle de la sous-région Afrique centrale. Grâce à la synergie des acteurs bancaires, la Sonara a pu avoir un nouveau souffle à travers certaines actions conduites par le président de l'APECAM. Au regard de l'importance des engagements de Sonara, que ce qui est arrivé était susceptible de créer une crise systémique dans le système bancaire. Crise systémique veut dire que les banques seraient en position de provisionner toutes ces créances. Qui dit provision de créances dit réduction des fonds propres des banques, donc réduction de la capacité des banques à intervenir sur le marché bancaire et donc des pertes. Donc la restructuration a permis, a fait en sorte qu'aujourd'hui l'engagement est considéré comme sain et non un engagement à risque. C'est ce qu'on peut retenir de cette restructuration. C'est-à-dire qu'on part d'un engagement qui était censé être sinistré, d'un engagement qui est sain. Cette convention vient rassurer le secteur bancaire national sur lequel pesait déjà un risque systémique. Les premiers bénéficiaires, c'est d'abord les banques qui portent des engagements. Le deuxième, c'est les traders qui portent ici les engagements. Et le troisième, c'est bien sûr la Sonara qui va être maintenue en activité. Au lieu d'entrer dans une cessation d'activité, la Sonara va continuer sereinement ses activités et donc sauver les emplois, continuer à approvisionner le marché camerounais en produits pétroliers. Vous connaissez l'importance des produits pétroliers dans la marche d'une économie. Une cessation d'activité de Sonara aurait été autrement plus catastrophique. Cette forte réaction du gouvernement va permettre au top management de la Sonara de poursuivre les actions pétrolières. Restructuring of the debt of Sonara vis-à-vis banks, our banks. By this agreement, we are convinced of the amount of the debt and the schedule of reimbursement, which is 10 years. The amount is 261 billion CFA. By this agreement, we reinforce the confidence between our stakeholders, particularly the banks, and we expect that we can
we can be benefited of more financement of this bank. Suivi de la signature des parapheurs entre les différents directeurs et l'échange des documents. Pour ceux qui doutaient encore, le mouvement franquiste est bel et bien présent au Cameroun. Comme on dresse l'acte de naissance d'un nouveau-né, la coordonnatrice du mouvement citoyen pour la paix et l'unité a saisi le Vitalange du parcours Vita de Yaoundé au Cameroun pour présenter aux membres le récépissé de création et la feuille de route des délais de programme du dit mouvement. Après cette présentation, c'est le travail. Parce qu'il faut travailler de façon que la voix du jeune se fasse entendre au Cameroun. Et nous adoubons quelqu'un qui est à mesure de conduire ce Cameroun à l'émergence 2035, comme l'a dit le président, la transition générationnelle. Bâtir une jeunesse active et conquérante est le principal but du mouvement franquiste. Les jeunes de ce groupe prônent une transition générationnelle dans le respect des valeurs républicaines. Je suis honorable Yaher Amat, député jeune de Logone Chari. Je remercie infiniment Madame la coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité. Alors je suis franquiste aujourd'hui, franquiste pour toujours. Vous savez que nous luttons pour une bonne cause, c'est celui de prôner la paix, le vivre ensemble harmonieux et le développement durable. Alors comme j'ai tendance à le dire, il n'y a pas un chemin classique pour accéder à la magistrature suprême. Je l'ai toujours dit que Donald Trump a suivi son chemin, il n'a jamais été élu maire ou encore conseiller municipal. Emmanuel Macron a suivi son chemin différent de celui de Vladimir Poutine. Alors nous sommes là pour prôner la paix, le vivre ensemble. C'est un mouvement qui écoute les problèmes, la préoccupation de la jeunesse et pour un résultat meilleur, c'est celui du vivre ensemble. Rappelons que ces réunions se tiennent quelques jours après la double stratégie de Buea survenue le 14 octobre. Vu que le Cameroun est en pleine construction, le président du GECAM pense qu'il faut de la cohésion sociale pour la stabilité de la nation. Je crois que dans notre pays, le Cameroun nouveau se construit déjà. On ne doit pas le faire dans des cacheteries, dans des maisons, dans des cuisines. Ça doit se discuter dans des groupes d'influence et de pression comme le mouvement citoyen pour la paix et l'unité, qui a pour objectif bien évidemment de travailler à soutenir la transition générationnelle, et la GEPCAM qui a pour objectif de soutenir les institutions républicaines et son Excellence, Monsieur le Président de la République qui les incarne pour la promotion de la paix et le maintien de la stabilité, a trouvé un allié de poids dans la pacification du pays. Donc le franquisme, effectivement, doit déjà entrer dans toutes nos discussions et dans nos entreprises. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous pensons que le Cameroun nouveau est déjà en marche. La jeunesse est le lance de fer de la nation. Le jeune doit ainsi prendre la parole pour exprimer les attributs de sa citoyenneté, seul gage de l'alternance et surtout du changement socio-économique et politique de tout pays en pleine émergence. La Liga et le monde du football se préparent pour le premier El Clasico de la saison. Le FC Barcelona se préparant à accueillir le Real Madrid au Camp Nou ce dimanche 24 octobre 2021 à 16h15. Ce sera la première confrontation avec des supporters présents dans les tribunes depuis le début de la pandémie du coronavirus. La dernière remonte à mars 2020, 2-0 à domicile avec les merengues avec des buts de Vinicius et Mariano. Le Real Madrid est en pleine confiance puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives lors des Classicos. La deuxième remonte quasiment à 1 an jour pour jour avec un succès 3-1 dans un Camp Nou vide. Après les buts précoces de Fede Valverde et Ansu Fati lors des 10 premières minutes, Sergio Ramos et Luka Modric avaient permis au Real Madrid de prendre 3 points. Le FC Barcelona et le Real Madrid seront menés par Ansu Fati et Memphis Depay d'un côté, Vinicius et Karim Benzema de l'autre. Ces 4 joueurs ont très bien débuté cette saison de la Liga, faisant partie des meilleurs footballeurs au monde. Memphis a déjà mis 4 buts pour sa première saison en Espagne, alors que Vinicius en a inscrit 5 et écarté les doutes sur sa capacité à s'imposer dans le 11 Real Madrid. Karim Benzema a inscrit 9 buts en 8 rencontres, ne montrant aucun signe de faiblesse
faiblesse, alors qu'Ansu Fati de retour d'une longue blessure, marquant face à Levante et Valencia. D'ici dimanche, l'ailier de 18 ans se rapprochera de sa forme optimale et il voudra marquer les esprits face au Real Madrid. Le 183e rendez-vous entre ces clubs dans l'élite espagnole, le Barça et le Real Madrid s'étant affrontés dans chacune des 90 saisons de la Liga Santander, ces deux clubs n'ayant jamais été relégués. Le Real Madrid a un meilleur bilan global dans cette confrontation grâce à ses 3 victoires récentes, 75 succès en Liga pour le Real contre 72 pour le Barça et 35 nuls. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.